bienvenue pour ce deuxième épisode de notre web-série Retour vers le futur du travail. On est ravis de vous retrouver juste avant l'été, puisque on n'est pas encore tout à fait en été si on regarde par la fenêtre. Mais on y sera bientôt. On se retrouve aujourd'hui donc à l'Orangerie avec Thierry, que vous connaissez évidemment, puisque vous l'avez déjà suivi dans nos aventures précédentes, avec Séverine qui sera aujourd'hui notre experte pour ce voyage spatio-temporel sur le thème des communautés professionnelles, des communautés de travail. Donc, on est parti ensemble là pour une quarantaine de minutes sur ce thème-là. On va fonctionner comme la dernière fois. Donc, pour ceux qui étaient déjà avec nous, vous connaissez le fonctionnement. Pour les nouveaux, je vais vous le rappeler. On va travailler en deux temps. Enfin, on va voyager en deux temps plutôt. On va partir en 2030 pour une petite projection dans un futur proche, mais pas si proche que ça. Il peut se passer des choses en 9 ans. Et puis, on va revenir ensuite en 2022, là, pour vraiment une projection très court terme. Et à chaque fois, Séverine sera là pour nous parler de cette thématique qui lui est chère. Et elle va nous donner sa vision, ses convictions, une projection, un parti pris sur ce que pourraient être demain les communautés de travail. Donc, merci de couper vos micros et vos caméras, comme à chaque fois. Cet épisode est enregistré. Le chat vous servira à plusieurs moments, puisqu'on va, comme la dernière fois, vous demander un moment d'être acteur dans cette web-série, puisqu'il va falloir donner un moment votre prise de position sur des propositions qu'on va vous faire. Et donc, quand ce sera à votre moment de participer dans le chat, on vous le fera savoir. Et puis, sinon, je vous laisse entre les mains de Thierry et de Séverine. Merci Fanny, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième épisode de cette série. Alors, rappel rapide de l'épisode précédent pour ceux qui n'auraient pas été là. On a toujours sur le sujet du futur du travail, on a évoqué les espaces de travail avec Victor Bouzard qui nous a évoqué ce que pourraient être les espaces de travail de demain, notamment évidemment suite à la pandémie et au Covid, et avec des modalités pour se retrouver dans des espaces physiques, avec de nouvelles attentes, de nouveaux enjeux, alors bien sûr générés par la pratique qu'on a tous eue du travail un peu individuel, qui pose des questions effectivement d'isolement, de perte des collectifs de travail. On sait travailler en collaboratif, y compris avec des outils, mais on va perdre l'identité, le fait de se retrouver, ce qu'on appelle les collectifs de travail, c'est-à-dire l'ensemble de ces ressources qu'on peut avoir dans un lieu physique, qui sont simplement de la convivialité, du soutien, de l'échange d'expériences, des informations qui transfèrent, etc. Et donc, malgré cette période qu'on a vécue, on peut aussi voir sur le versant un peu positif que, y compris à distance, de nouvelles solidarités se sont créées, de nouvelles relations se sont faites entre les gens de façon un peu digitale, immatérielle. Alors c'est un peu cette dimension qu'on va explorer aujourd'hui, non pas forcément en mode digital, mais un peu cette face un peu plus cachée des organisations, au-delà de la structure et des organigrammes. Finalement, tous ces fonctionnements informels, toutes ces interactions qu'on peut avoir les uns et les autres, qui parfois créent des collectifs qu'on appelle des communautés. Et c'est un petit peu le sujet qu'on vous propose de mettre dans notre sac à dos pour ce voyage aujourd'hui. Et on va le faire donc avec Séverine. Alors Séverine, tu es fondatrice d'Act for Talent, qui est une organisation qui fonctionne en mode communautaire, on va dire, ou grâce à des communautaires. Tu nous expliques un petit peu, tu nous présentes un peu ce que ça veut dire. Tout à fait, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai fondé Act for Talents, qui était au départ, fin 2018, une association, et qui est aujourd'hui une SAS entreprise à mission, puisque nous avons des missions solidaires aussi. Et effectivement, on a décidé de fonctionner au départ, on disait en réseau, avec un collectif. Et aujourd'hui, c'est une vraie communauté qui existe complètement avant le Covid, avant tout ça, en fait. On était tout un ensemble d'indépendants au départ avec la motivation première de se dire on veut rompre cet isolement que tu évoquais tout à l'heure. Puis au final, on se rend compte qu'on fait des rencontres hyper sympas, qu'il y a des synergies qui se créent, qu'on peut aller voir des clients à plusieurs, qu'on peut créer des offres complètement nouvelles et puis même s'autoriser des choses qui n'existent pas, imaginer des offres hybrides qui n'existent pas. Et là, ça ouvre les champs du possible. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de fonctionner chez Act for Talents avec un ensemble d'indépendants qui travaillent autour de l'accompagnement des personnes et des organisations. Donc, tu es déjà en train de nous dire que ça existe. Oui. Voilà, à travers d'organisations, on va y revenir tout à l'heure. On va lancer un petit peu, on va tout de suite vous demander votre point de vue, histoire de lancer un peu le voyage et que vous soyez avec nous au démarrage de ce voyage. Fanny, je te laisse expliquer comment on part en 2030.
Ça y est, ça va aller vite. On part en 2030 et en 2030, on a pour vous deux propositions sur lesquelles on voudrait que vous réagissiez pour voir un petit peu prendre la température là, de ce collectif qui est face à nous. Donc Sofiane va nous l'afficher. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais Sofiane est avec nous, il est aux manettes, il est derrière, c'est lui qui gère tout ça d'une main de maître. Donc on va vous laisser quelques petites secondes pour regarder les deux propositions qu'on vous fait pour ce voyage en 2030. Ça arrive, Sofiane est en train de pédaler pour que la slide puisse arriver. Et on se positionne directement. Et on se positionne dans un Google, dans un Forms qui va vous être envoyé dans le chat. Donc en 2030, pour vous, c'est quoi? C'est l'individualisme qui sera roi dans le rapport au travail? Ou est-ce que les communautés, c'est ce qui va nous rester pour faire face à un monde qui sera de plus en plus complexe et incertain? Donc voilà, votre conviction, votre parti pris. Option 1, option 2. Le Forms va arriver dans le chat et on vous laisse voter dans le chat. Comme ça, on voit, nous, en direct, la progression de vos votes. Option 1, on sera tous des individualistes. Et option 2, les communautés seront la clé pour faire face ensemble à tout ça. Ça répond vite, hein? Ça répond vite et ça répond de manière assez... convergente, pour le moment. Tranchée, hein. On est quand même plutôt sur une option 2. La question était un peu orientée. Je ne sais pas. Ce qui légitime même la suite de ce qu'on va faire. Tant Alors, mieux. ça tombe bien que vous ayez répondu option 2. Sinon, on aurait demandé à Séverine de rentrer chez elle. À 94%, donc option 2. Option 2 à 94%. Donc, ça vaut le coup d'explorer un petit peu finalement ce monde des communautés. Alors, en 2030, comment tu vois les choses de façon générale? On est dans un monde de communautés, c'est ça? Alors oui, moi je vais être un petit peu provoque sur ce coup. J'allais carrément dire que c'est bientôt, en tout cas on va sur le chemin de la fin des entreprises. Waouh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Plus d'entreprises, c'est ça? Eh bien non, tu vois, typiquement, il y a 12 ans, j'ai expérimenté, moi, de quitter le monde de l'entreprise pour me mettre à mon compte et travailler en temps partagé. C'était un début d'expérimentation du travail autrement. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui tendent vers ça et qui ont envie, effectivement, de trouver du sens, d'être un peu plus dans l'autonomie et puis d'avoir un rapport aussi d'égalité avec le projet qui est en face. Voilà, donc pour moi, 2030, c'est le boom des communautés, le boom du travail des indépendants. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Building strong communities, c'est des communautés qui seront fortes, qui vont s'entraider et qui vont être par thématique, en fait, qui vont faire avancer beaucoup de sujets. Alors, sortons un peu pour le moment du monde de l'entreprise, on va y revenir très vite. Ce n'est que propre au monde du travail, ce monde des communautés, ou globalement tu penses que la société fonctionnera en mode réseau De toute façon, elle fonctionne déjà en mode réseau. Quand on voit pour les loisirs, quand on voit pour différentes confédérations ou associations de personnes d'entreprise, on est en communauté, hein. Ça fonctionne comme ça. Donc, le milieu professionnel, je pense, ne sera pas exclu à cette organisation-là. Et au contraire, je pense qu'on va y trouver de vraies synergies et surtout une quête de sens des personnes qui vont vraiment se réaliser, se révéler. Et c'est complètement exacerbé avec la période que nous avons passée. Donc, en 2030, je pense qu'on y sera déjà pas mal. Donc, boom des travailleurs indépendants, boom des freelances, il n'y a plus d'organisation. Imaginons quand même qu'il reste des organisations. D'abord, est-ce que, avant de se dire qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur des organisations qui restent, est-ce que ce monde-là existe déjà ou est-ce qu'on est vraiment dans la science-fiction? Oui, en fait, il y a des organisations qui ne révèlent pas leur mode de fonctionnement, mais pour les citer, typiquement les cabinets d'avocats. N'ont pas ou très peu de salariés. Ils ont des salariés essentiellement sur les fonctions support, mais tous leurs spécialistes sont indépendants, sont en profession libérale, ce qui n'empêche absolument pas le sentiment fort d'appartenance, le sentiment d'entraide. Et c'est assez exceptionnel ce mode de fonctionnement. Je travaille beaucoup avec des cabinets de ce type-là et je me rends compte du succès de cette approche organisationnelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est des compromis entre je suis à mon propre compte, indépendant, et en même temps j'appartiens à une communauté qui est plus que des échanges de pratiques, puisque là on est vraiment… Est-ce que c'est un modèle
on dirait, de compromis ou de cohabitation des deux extrêmes? Ouais, moi je dirais que c'est carrément aller chercher le meilleur des deux. En Ouais. fait, on a envie d'être indépendant parce qu'on a besoin de cette autonomie, de se sentir soi et de se réaliser. En même temps, on a quand même besoin de ce collectif. Hein. L'homme est sociable, donc il a besoin de l'autre pour se réaliser, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Et cette appartenance, cet ancrage qui est nécessaire, est possible grâce à la communauté, grâce à cette organisation qui se fait en réseau. Donc, ce meilleur des deux mondes crée finalement de nouvelles formes d'organisation qui lient des individus par des formes effectivement juridiques, mais qui sont des entreprises d'une nature un peu différente. Alors, on a beaucoup de participants ici qui sont dans des grandes entreprises, qui sont des managers, des collaborateurs de grandes entreprises. Donc, ce n'est pas des métiers d'expertise au même titre que les métiers d'avocat, etc. En quoi ça les concerne finalement, cette émergence des communautés dans une entreprise qui a des structures, qui a des hiérarchies, qui a des postes, des fonctions? Est-ce qu'on va voir apparaître ce phénomène dans des entreprises, selon toi, en 2030? On voit déjà les entreprises et même les grandes se transformer. Il y a des spécialistes de la transformation, il y a des directeurs de la transformation en ce sens. On parle d'innovation managériale. Dans les grandes entreprises, ce qu'on voit émerger, c'est déjà une horizontalité en termes de processus, de pratiques, d'échanges. On voit aussi beaucoup de transversalité sur des pratiques, sur des sujets d'intérêt, des sujets de prédilection, comme on a vu la RSE, typiquement, permettre à des membres d'une organisation de se réunir. Ils ne sont pas dans les mêmes services, n'ont pas les mêmes fonctions, mais il y a un projet solidaire qui va les intéresser. Et là, il y a une petite communauté interne qui s'organise autour d'un projet collectif. Donc ça, c'est l'émergence qui existe depuis bien longtemps. Donc il y a ce genre d'organisation en interne qui se met en place. On a une slide ici qui est très intéressante pour revenir sur le sujet des indépendants qu'on évoquait tout à l'heure. Une étude de 2016, McKinsey, qui montre qu'en France, on est à peu près, alors comme les chiffres varient, il y a quand même une fourchette qui est assez large, mais on est entre 10 et 20% d'indépendants en France. Et on voit qu'aux États-Unis, on est entre 55 et 70% d'indépendants. Alors, je ne vais pas tenir le discours habituel, c'est aux États-Unis, ça va arriver en France. Quoique, on se rend compte quand même qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous viennent d'outre-Atlantique. Et ce phénomène montre qu'on a quand même 50 points d'écart, qu'à un moment, on va y aller. Et pour revenir sur le sujet de l'intérieur de l'entreprise, est-ce que finalement cette montée du travail indépendant n'induit pas aussi des communautés qui seraient ouvertes, qui seraient parfois internes, parfois externes, associant des gens de l'extérieur, alors pas simplement en contrat de sous-traitance habituel, dans des modalités différentes? Est-ce que l'entreprise ouverte, finalement, ça va venir, ça existe? Alors, déjà, si je prends l'exemple de l'entreprise à mission. L'entreprise à mission, elle prend en compte toutes ses parties prenantes. Et dans son comité de mission, on voit bien qu'on va avoir des prestataires, des fournisseurs, des clients, des partenaires qui vont être dans ce comité-là pour échanger et avancer ensemble. C'est hyper nouveau. Avant, rappelez-vous, dans les années 90, où on était dans ce monde de compétition, hein, c'était Porter, c'était tout ça. Aujourd'hui, et encore plus 2030, on est dans l'entraide, on va ensemble et on est plus sur cette ego-center qui était comme avant, on est sur l'éco-centré. C'est une économie qui est collaborative et qui est dans l'entraide. Donc, des évolutions très fortes en termes de porosité des frontières, en termes de collaboration, en termes de capacité à travailler avec des gens différents qui viennent d'autres métiers, voire de l'extérieur de l'entreprise, en mode moins directif, en mode presque aussi un peu auto-organisé. C'est compliqué ça quand même pour les individus, très concrètement pour les personnes. Est-ce que ça nécessite selon toi des compétences particulières pour être à l'aise dans ces environnements, et lesquelles? Alors c'est une bonne question. J'aime bien cette slide parce qu'on entend parler, puis c'est toujours en anglais bien sûr, de reskilling, upskilling. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Tout à fait. Alors, j'ai mis 2 schémas simples pour essayer de comprendre. Le reskilling, c'est quand on travaille sur ses compétences et capacités existantes, puis qu'on essaye un petit peu de les faire évoluer, les développer un petit peu, mais on est sur son savoir-faire existant. L'upskilling, c'est comment on arrive, vous voyez les flèches qui partent, on va chercher plus loin, on pousse ses limites un peu plus loin, et c'est comment on va chercher au fond de soi ces fameuses capacités, on parle de capacité, même être capable de, et d'essayer de pousser ces possibilités de compétences. Alors, pour répondre à ta question, oui, ça va demander d'autres types de développement de capacités. Alors, on a nos compétences métiers, qui sont les compétences techniques, et on a ce savoir-être. Alors, tout le monde compare les soft skills au savoir-être. C'est limitant, le savoir-être, il n'y a pas que ça. On a ce fameux triptyque dedans de savoir, savoir-être, puis bon, le savoir-faire qui va être plus sur le métier. Et nous, on parle beaucoup de savoir-agir, qui a été complètement exacerbé par la crise, où il a fallu réagir, trouver des solutions, s'adapter. Et là, on a vu l'émergence de capacités nouvelles. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Et on tend vers ça, vers pousser les individus à être beaucoup plus polyvalents et à pousser leurs capacités humaines.
Est-ce qu'on peut dire du coup que cette période-là de crise où l'individu était plus livré à lui-même, obligé de se connecter avec d'autres, en autonomie, en responsabilisation, est-ce que du coup ça lui a permis de développer un certain nombre de capacités ou capacités qui sont finalement importantes dans un monde qui peut évoluer vers un monde de communauté qui sera finalement le mode dominant du travail? Est-ce que cette crise nous a aidés finalement? En fait, elle a accéléré beaucoup de choses. Il y avait déjà des choses en place avant la crise, mais quand vous regardez les dernières études, notamment du World Economic Forum ou de l'OCDE, ils travaillent souvent conjointement, il y a une étude en octobre 2020 qui montre qu'en fait tout le référentiel des soft skills notamment a bougé considérablement et en fait a accéléré ce besoin. On parlait beaucoup d'agilité il y a encore quelques années, etc. Là, on est dedans. L'agilité, la réactivité, etc. Et au-delà maintenant de parler de réactivité et de parler même d'anticipation, on veut carrément pousser les gens à imaginer, à faire autrement et à capitaliser sur tout ce qu'on a pu apprendre de nouveau et arrêter d'être dans la réaction, l'anticipation. C'est plus suffisant en fait. Il faut maintenant imaginer le monde du travail de demain et voir comment on va travailler efficacement et surtout remettre du plaisir, réaligner le mode de fonctionnement des personnes, leur envie, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ont envie de faire, et puis l'organisation, quelle qu'elle soit en forme communautaire ou qu'elle soit en forme d'entreprise un peu plus classique. Alors, je retiens deux idées importantes dans ce que tu dis là. C'est un travail plus fin sur ces soft skills. Arrêter de parler de communication et d'agilité de façon générale, mais effectivement être beaucoup plus fin sur le pouvoir agir, sur la collaboration, sur la capacité à rentrer en contact avec l'autre pour coproduire ensemble, des choses de ce type-là. Et puis finalement, un monde qui va laisser plus la place à l'individu, puisqu'on n'est pas dans des organisations prescrites. Ces communautés, elles se co-construisent par les uns et les autres. Donc comment chacun va pouvoir prendre sa place, influencer le collectif tout en restant lui-même. Est-ce que ça s'apprend, ça? Parce que finalement, on est quand même sur des compétences relativement subtiles, basées quand même sur l'expérience. Est-ce qu'on peut apprendre et acquérir, et comment, selon toi, ces compétences? Déjà, la clé, c'est de se connaître. On part toujours de soi et de savoir où sont ses forces. Chez Act for Talents, on travaille beaucoup, notamment sur la pédagogie positive et apprendre où sont ses forces. On va chercher les soft skills forces de chacun pour apprendre à mieux se connaître et du coup, aligner ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire et ce qu'on peut apporter. Non, ça ne s'apprend pas forcément. L'idée, c'est de révéler la singularité de chacun et de voir ce que chacun va pouvoir apporter à un collectif, à un ensemble. Et c'est bien ça qu'on va pouvoir mettre tous ensemble. C'est l'apprendre autrement, c'est ce que je disais, notamment sur la pédagogie positive, pour essayer vraiment d'appuyer sur ses forces. On va arrêter d'être dans cette continuité de « oh, tu peux faire mieux », etc. Essayer de progresser, de faire progresser des choses. Avec une mauvaise note en rouge. Voilà, et on est en moins. Bah non, nous, on note en plus. Ouais. Et puis, on essaye vraiment de révéler les personnes. Alors là, j'ai mis un petit truc, c'est pas du tout de la provoque, c'est réel. Pourquoi pas imaginer déjà, dès le plus jeune âge, à ouvrir des perspectives nouvelles à nos enfants. Pourquoi pas les inciter à créer leur boîte à 9 ans? Bah oui, ça existe. C'est une super association qui est d'ailleurs dans notre écosystème, dans notre communauté ici à Act for Talents, qui s'appelle EPA, Entreprendre pour apprendre, qui sensibilise les jeunes de 9 ans jusqu'à 25 ans à la création d'entreprises, de micro-entreprises, conjointement avec des entreprises qui viennent apporter leur savoir-faire, l'établissement scolaire et puis l'élève. C'est quelque chose de magique. Ceux qui nous écoutent, je vous invite à vous renseigner sur ça. Et ce que je comprends, c'est que l'objectif n'est pas tant de créer une entreprise, mais d'acquérir ces compétences d'ouverture, d'aller vers le l'autre, de marier des mondes très très différents, de découvrir des univers que l'enfant ne connaît pas. Exactement. Et de savoir très tôt finalement pourquoi en effet. Est-ce que moi je suis plus à l'aise la communication vers l'extérieur? Est-ce que je suis plus à l'aise sur la création de mon projet, l'opérationnel, la mise en place sur le terrain? Typiquement, il y a des créations de micro-entreprises sur améliore ton quartier. Et donc, ils travaillaient sur la signalétique, le confort d'une place, les bancs, etc. Donc, on est sur des petits projets comme ça. Et chacun va trouver sa place en fonction de ses appétences. Et très tôt, l'enfant va voir où est-ce qu'il peut apporter quelque chose. Et ça me fait penser en parallèle à des dispositifs plus professionnels dans les entreprises qu'on appelle d'intrapreneuriat, où on va former des collaborateurs finalement à être simplement des porteurs d'initiatives, des porteurs de projets, en mode inter-service, interfonction, et finalement ils apprennent, ils acquièrent à fonctionner avec d'autres en mode un peu communauté au travers de ces pratiques-là. Donc encourageons les pratiques qui aillent vers la transversalité, l'horizontalité, la relation à l'autre. C'est aussi un des messages qu'on peut garder de ce monde futur qui nous attend. Alors on va voir comment un peu essayer de le mettre en place. On fait un petit stop, Fanny, avec
nos participants. J'adore ce que nous dit Olivier Lecointre, qui nous dit les options ne sont pas incompatibles. Mais oui, Olivier, merci d'être là. Tu as raison. On peut à la fois travailler. Alors, son individualisme, le mot est peut-être un peu puissant, mais c'est au bon sens du terme. Je parlais de singularité. Comment on peut mettre sa singularité au service d'un collectif et donc travailler à la fois sur l'échelle individuelle, transcender la personne, avec et au sein d'un collectif. Donc, tu as tout à fait raison, Olivier, comme très souvent. Et comment le collectif ne noie pas ses singularités dans des modèles et dans des schémas tout faits, il leur laisse la place. Exactement. Et c'est peut-être une autre façon aussi de revisiter le fameux sujet de la diversité, qui est très souvent limité à genre, orientation religieuse, etc. ou autre. En fait, la diversité, c'est prendre en compte la singularité de chacun, qui va un peu plus loin que simplement s'intéresser à des grands stéréotypes. Et ce qui est génial, c'est que ça pousse chaque personne à aller chercher au plus profond de soi et de voir vraiment là où est son expertise réelle. Et je trouve, ici on le voit beaucoup, chacun essaye de voir ce qu'il peut apporter, comment on peut être complémentaires ensemble, et du coup ça pousse l'expertise de tous. Alors ce qu'on va vous demander là dans le chat, c'est de prolonger peut-être les remarques d'Olivier en disant, de la petite conversation qu'on a eue là très rapidement, c'est quoi l'idée clé que vous retenez? Tiens, une idée clé que vous retenez, que vous auriez peut-être envie d'approfondir. Fanny vous réexpliquera ce qui va se passer après, puisqu'il y a un lab. Voilà, mais le point un peu saillant là que vous auriez envie de partager avec les uns et les autres de cette petite conversation. Qu'est-ce qui fait écho aussi en vous, là, dans ce que vous vivez aujourd'hui et dans votre projection en 2030? Voilà, ça peut être intéressant que vous nous fassiez ce retour-là. Et moi, j'en profite pour faire un retour. Je me dis, mais en fait, quand j'entends ça, mais j'entends Alliance et Territoires, évidemment. J'entends on ouvre les frontières, on fait de la porosité, on travaille en communauté. Et Alliance et Territoires, c'est ça aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'en 2030, on est précurseurs, quoi. Voilà. On est déjà loin devant. Donc, vous faites tous partie de nos communautés. Vous êtes déjà un pied en 2030 en participant à tout ça. Et c'est complètement voilà, toute la dynamique et la philosophie que tu as partagée aujourd'hui. Hein. Et je pense que l'invitation que vous faites au sein d'Alliance et Territoires de continuer à prolonger ces sujets sur le futur du travail, c'est finalement un appel aux communautés, un appel à la création sur la base du volontariat et de l'auto-organisation. Vous êtes j'allais dire, des incitateurs, des catalyseurs de communautés. Donc effectivement, une organisation très déjà en 2030 grâce à vous. On est déjà en 2030. Alors Stéphane nous parle des compétences collectives pour aider chacun à révéler leurs talents spécifiques. Alors je réagis rapidement, c'est un concept, la compétence collective, qui est assez nouveau dans le monde de la recherche, qui a souvent abordé la compétence individuelle, avec la compétence collective comme une agrégation des compétences individuelles. Or, effectivement, on s'aperçoit dans des équipes très cohésives qu'il y a des ingrédients très particuliers qui se mettent en place, et je pense que les communautés de pratique sont des très bons lieux pour observer des comportements qui dépassent l'individu, puisqu'on est chacun dans une singularité, mais qu'on met au profit d'un projet commun. Donc, c'est un peu ce qu'on va aborder après, c'est comment on régule ça, comment on fait émerger du coup cette couche supplémentaire, on va dire, de compétences issues de non pas la juxtaposition, mais du travail en commun d'individus tous singuliers. Et il y a un vrai sujet autour de la création d'une identité nouvelle, autour de la régulation dans le temps, parce qu'on va s'apercevoir que ces communautés parfois ont des durées de vie un peu limitées. Donc, un niveau collectif, en tout cas, qui est intéressant en soi à regarder. On parle souvent de l'individu dans l'organisation, mais intéressons-nous aussi à ces niveaux collectifs. Ce qui est intéressant dans cette notion de compétence collective qui va révéler les talents spécifiques des individus, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on va être beaucoup plus dans l'expérientiel et le situationnel. Et c'est là vraiment, en fait, que les personnes se révèlent. On se dit, OK, on va tenter quelque chose, on va expérimenter. Je parlais d'imaginer des choses tout à l'heure. Pour imaginer, il faut expérimenter. Et donc, avec cette intelligence collective, de se dire, OK, on se met en situation, on essaye de travailler autrement, là, on voit très vite quel talent émerge de chacun et comment on peut révéler un petit peu tout ça. En tout cas, c'est une partie de réponse que je pourrais apporter à Stéphane. On a une question de Christine. Comment convaincre les managers de laisser s'exprimer les initiatives de leurs collaborateurs dans des communautés qui les priveraient de leur production immédiate? Et du temps passé dans les communautés qui les privent de la productivité à court terme dans leur métier. Ouais. Accepter de perdre 2 heures aujourd'hui pour en gagner 3 demain. Exactement. C'est ça. Moi, je dirais que ça relève aussi de cette capacité à prendre en compte à la fois le court terme et le long terme, le local, le global, l'individuel, le collectif, tout ce qu'on dit, être capable de mettre du « et ». Et quand on est manager dans une organisation, on est certes
en charge d'une équipe, de résultats, d'une activité, mais on est aussi quelque part un peu dépositaire d'une performance collective de l'organisation. Ouais. Alors évidemment, il y a des systèmes RH qui peuvent inciter, qui peuvent aider. Si tout ce qui compte, c'est mes objectifs court terme et locaux, je vais être peu enclin effectivement à penser autre chose. Donc comment l'infrastructure, j'allais dire la technologie invisible RH peut aussi aider à développer ça, mais je pense que ça joue aussi au niveau de l'individu, c'est-à-dire la prise de conscience que je fais partie d'un tout et que ma performance locale, ben, finalement, elle doit être mise au service de quelque chose qui est plus haut et plus fort. On réagit sur le dernier point de Christine. Oui, c'est très pertinent. Effectivement, faire partie d'un collectif, c'est aussi se nourrir des autres. On parlait de la compétence de chacun et cette complémentarité qui, du coup, va permettre à tous de moins tirer la langue pour être mouton à 5 pattes, comme elle le dit si bien, et au contraire de se focaliser sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on est, comme elle le précise, et de pouvoir ensemble, du coup, compléter ou répondre à une mission grâce aux compétences de chacun. En tout cas, tous vos commentaires, là, nous, on les capte, hein, évidemment, et puis on les transmettra à notre lab itinérant, dont on vous avait déjà parlé, puis on en reparlera ensuite. Et là, on va repartir. On remonte dans les capsules spatio-temporelles et on va repartir en 2022, parce que le temps tourne, l'heure tourne. Et donc, on repart en 2022, donc c'est dans pas très longtemps. Et en 2022, de la même manière, on voudrait vous faire réagir sur 2 propositions. Donc, Sofiane va nous faire apparaître. Alors en 2022, la crise du Covid, elle a accéléré la réappropriation du collectif. Les communautés sont déjà en marche. Ou est-ce que la crise du Covid, elle a créé une frilosité et le chemin sera encore long avant qu'on s'organise efficacement en communauté? Est-ce que là, à l'horizon de 6 mois, 1 an, pour vous, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Option 1, option 2. On vous laisse voter dans le Forms qui va arriver dans votre chat. Et pour tous ceux qui pensent que c'est un peu les deux, on a forcé le choix pour que vous répondiez ou l'un ou l'autre. Parce qu'on n'est pas dans le mi-figue mi-raisin, on oblige les gens à voter, on est comme ça. Alors, au niveau des votes, on est un petit peu plus balancé là. Hein. On tend vers l'option 2, mais c'est moins marqué. Hein. Donc, on sent que sur le court terme, la marche n'est encore pas tout à fait franchie. Très intéressant. Alors, Séverine. C'est hyper intéressant de voir que finalement, on a 62% des personnes qui pensent que ça a installé une frilosité. Alors, on est autour de 60%. Je suis assez d'accord qu'en fait, ça a mis une espèce de frein. Il est vrai que on voit même nous, hein, on est dans un tiers-lieu qui est complètement ouvert au public, où on a des manifestations diverses. On voit bien que le chemin et le retour au présentiel se fait doucement. Donc, je partage ce point de vue. Toutefois, pour moi, c'est complètement temporaire, puisque les communautés étaient bien là avant cette crise. Moi, j'ai fait partie de plein de communautés, on pourra en parler de tout ordre. Et donc, je pense qu'on ira vraiment plutôt vers l'option 1 et que cette option 2 qui a installé une frilosité, qui part de la frilosité, est uniquement temporaire. Alors, on va justement embrayer sur maintenant, là, tout de suite. Voilà. Et effectivement, donc, tu parlais de ton expérience dans les communautés. Rentrons maintenant dans le concret, nous expliquer un peu en mode de retour d'expérience un petit peu rapide des expériences de communauté que tu as eues. Alors, il est vrai, je ne suis pas la seule, hein, j'aime beaucoup ce sentiment d'appartenance, faire partie d'un groupe pour apprendre les uns des autres, etc. Et il est vrai que ce soit ma vie perso ou pro, j'ai toujours fonctionné comme ça. Si je prends un exemple de loisir que je mentionnais ici, j'avais lancé une association, en fait, un club d'anglais, il y a très longtemps, c'était en 2007, à Lyon, parce que j'avais été expatriée et j'étais en manque d'international. Je m'étais rendu compte qu'à Lyon, finalement, à cette époque, en tout cas, 2005, 2007, il n'y avait pas beaucoup de communautés qui étaient là pour pratiquer l'anglais vraiment en mode loisir. Et donc, j'avais décidé de lancer une association. De 2007 à 2014, on est monté à 500 membres, 12 bénévoles. C'était quelque chose d'incroyable. Et en fait, ça avait l'avantage d'animer le territoire, puisqu'en fait, on accueillait à la fois des expats qui venaient de l'extérieur de Lyon et qui s'installaient, qui ne connaissaient personne, qui ne parlaient pas français, et des anciens expats lyonnais
qui étaient en manque, un peu comme moi, d'international et de parler. Ça avait une émulation incroyable, des énergies incroyables, des rencontres incroyables et une vraie communauté, une appartenance à cette association. Et c'était assez extraordinaire. Donc ça, c'était un premier exemple où il y avait vraiment cet effet communautaire, où finalement la spontanéité, le bénévolat a été très vite en place. Chacun arrivait avec, bah, tiens, moi j'ai envie de partager un peu d'histoire du monde parce que je suis historien et j'ai envie de faire des soirées sur certaines thématiques, tout en anglais bien sûr. Quelqu'un arrivait en disant, bah, moi je suis cinéphile, tous les samedis matins, j'emmène un groupe, on va voir un film en VO, puis après on va déjeuner ensemble et en anglais on en parle. Et donc on avait comme ça 2 activités par semaine qui se faisaient tout en anglais, c'était phénoménal. Donc voilà un exemple qui marchait super bien et on ne parle pas de 2022, hein, on parle du début des années 2000. Expérience pro, ben, j'y suis hein, avec Act for Talents. Je peux aussi prendre l'exemple de différentes associations d'entreprises, de chefs d'entreprise, de managers qui existent et qui permettent beaucoup d'entraide. On est vraiment sur ce sujet-là où on va être sur de l'entraide, sur à la fois répondre à des problématiques d'entreprise ou à des problématiques de dirigeants qui sont très concrètes, mais aussi vraiment ces échanges qui sont phares dans ce genre d'organisation. Et puis, j'ai mis apprentissage, pour pas forcément citer ou favoriser une association plutôt qu'une autre, mais il y a des associations donc, de dirigeants, donc des personnes, et plus là des entreprises ou des organisations, comme j'évoquais juste avant, de managers ou de dirigeants, où on est là vraiment pour apprendre à être un manager bienveillant, un leader bienveillant. Alors, je sais, ce terme, se disant il est galvaudé, je suis désolée, moi je l'aime bien, et il est important. Et il est important de prendre soin de ses équipes, de prendre soin des autres. Et surtout, moi, ce qui m'a forcément marqué, au-delà du fait qu'on apprenait des choses chaque mois par une journée d'immersion sur n'importe quel sujet qu'on pouvait avoir, bah, c'était l'entraide, l'apprentissage entre pairs. Et ça, pour moi, c'est le futur. Le futur de l'apprentissage, oui, on va avoir toujours des concepts qui nous seront transmis, des apprentissages et des pédagogies qui seront faites pour pouvoir ancrer des nouveaux savoirs et des nouveaux savoir-faire. Mais ça passera aussi beaucoup par l'expérience et par le partage entre pairs, où on va voir comment de bonnes pratiques se sont installées grâce à ces apprentissages et comment cet apprentissage ensuite entre pairs permet d'ancrer et d'apprendre de choses nouvelles. Donc ça a été une vraie révélation et c'est un des moteurs chez Act for Talents, et notamment dans notre école de l'humain, où on a dans cette pédagogie positive, certes des concepts, des choses qui sont apportées et des théories qui sont apportées. Très vite, on va vers la pratique, on va vers l'expérientiel et encore plus vers le partage entre pairs. Donc, 3 exemples, je pense que nos participants vont se reconnaître dans ces exemples, à la fois personnels, loisirs et professionnels. Alors concrètement, tu nous as un petit peu dit finalement ce qu'on en retire, hein, de l'apprentissage, du plaisir aussi d'être ensemble. Elles produisent quelque chose, ces communautés? Elles ont des livrables précis ou c'est juste pour être entre nous? Oui, alors il y a un peu de tout ça. En fait, bien sûr qu'il y a à être entre nous, il y a des bulles différentes où ça nous change de notre quotidien, de notre domicile ou du travail, et on a des bulles qui sont à nous. Je parlais d'animation territoire, typiquement quand j'évoquais cette association sur l'international, c'était un vrai brassage du territoire et même des liens avec d'autres territoires, puisque les personnes allaient, repartaient de Lyon, etc. Et ça tissait des liens. Sur les autres expériences communautaires, je pense aussi que ça contribue à dynamiser un territoire, que ce soit sur un plan économique ou sur un plan aussi un peu plus personnel. J'ai besoin de ma slide, s'il te plaît, Sofiane, parce que je ne sais plus sur quoi on est. Et voilà, donc on disait on y est, etc. Ce qu'on en retire. Alors bien sûr, à titre perso, à titre organisationnel, parce qu'on ramène dans son organisation, on ramène ses bonnes pratiques. Donc on contribue à faire en sorte que ça se passe bien dans notre collectif organisationnel et d'entreprise. Et ce que ça produit, pour moi, c'est une révélation personnelle, une performance personnelle au service d'un collectif quel qu'il soit. Et là encore, je reviens sur l'organisation où on est ou l'entreprise. Et est-ce que de ces expériences-là, tu pourrais partager avec nous quelques facteurs clés de succès qui te semblent vraiment un peu convergents au-delà de la diversité des communautés, et puis peut-être aussi des risques? Est-ce qu'il y a des faces un peu sombres et cachées? Il y en a, il ne faut pas rêver. Même si je suis une hyper optimiste, il y a toujours des risques ou en tout cas des obstacles parfois au bon fonctionnement. Alors, les points qui convergent pour faire en sorte que ça marche, en tout cas sur ces
différentes expériences communautaires que j'ai pu avoir, c'était déjà cette liberté finalement de gouvernance, où on n'a pas une gouvernance qui est imposée, qui est établie, une hiérarchie qui est installée. Moi, j'ai trouvé très bien, après c'est peut-être personnel, mais je vous le partage, l'élection sans candidat, où on va désigner un président d'association sans candidat. Et ça, c'est assez magique. Déjà, c'est un cadeau qui est fait à la personne qui est nommée. Et puis finalement, c'est la voie ouverte, le libre voie de toute personne qui peut s'exprimer et qui a envie de dire moi, j'ai envie de voir telle personne. Donc ça, notamment, je l'ai vu sur deux associations, même 3, et ça marchait vraiment super bien. Ce qui marche bien aussi, c'est une gouvernance tournante. Parce qu'on s'encroute, si c'est toujours les mêmes personnes qui s'installent un peu dans leur routine de fonctionnement, à un moment, il faut que ça bouge et puis il faut que chaque personne soit un peu contributive de ce fonctionnement-là et puis apporte des choses nouvelles. Donc, une gouvernance tournante de manière régulière, on parle pas tous les 10 ans, on parle de 2 ans, de 3 ans. Ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre qui fonctionnait bien et qui convergeait? C'est quand même d'avoir un noyau dur. Je parle de gouvernance, mais ça ne concerne pas que la gouvernance, c'est aussi des personnes qui sont motivées à titre personnel, qui ont envie de contribuer à une communauté et qui vont s'impliquer, proposer une commission de travail, proposer une activité quelle qu'elle soit. Et cette spontanéité-là, ce noyau dur sur qui on sait qu'on peut compter, ça fait le succès parce qu'à un moment, ça s'effrite et puis ça ne marche plus. Et justement, c'est pour arriver vers le sujet des risques et des obstacles, c'est qu'à un moment, trouver la motivation des personnes dans le temps, c'est pas toujours facile. On a notre vie, surtout quand ce sont des activités qui sont annexes. Et donc, les obstacles, c'est un petit peu ça. C'est bien de se dire, on est en open gouvernance, ça tourne, on compte sur tout le monde. Et à un moment, s'il n'y a juste plus personne, ça ne marche plus. Donc, comment on arrive à garder une motivation de toutes ces personnes dans le temps? Comment on arrive à animer une communauté? Je pense que l'enjeu sur ce fonctionnement des communautés, c'est l'animation, où tout le monde doit trouver sa place, où tout le monde doit s'y retrouver aussi, et qui est toujours ce plaisir au cœur de la communauté. Et finalement, qui nous emmène vers peut-être un nouveau modèle d'animation ou de management, et qu'on peut commencer à pratiquer aujourd'hui au travers des différentes communautés, associations, groupes informels dans lesquels on fait partie. Parfait, on va peut-être vous demander de réagir au travers de partager juste en 1 ou 2 lignes une pratique, un facteur clé de succès que vous avez identifié dans vos propres environnements, dans vos propres communautés, quelque chose qui selon vous est un peu nécessaire ou en tout cas facilite le fonctionnement de ces communautés, pour nous faire une petite collection là, de témoignages. On ne les commentera pas forcément, mais ça permet de recueillir aussi vos expériences et de se dire que si on s'y met tous, on va peut-être finalement pouvoir produire un jour le guide de recommandation, en tout cas pour rentrer dans des structures et des organisations de ce type-là, y être efficace et y trouver du plaisir. Donc voilà, on attend vos témoignages, vos remarques, vos expériences. Voilà. Et je crois que c'est toujours moi qui ai un peu le mot de la fin avant de te repasser, Fanny. C'est ça, ouais. Alors, tâche difficile. J'ai noté 3 idées là que je voulais partager avec vous à la suite de cette petite discussion, à la fois informelle, un peu en mode un peu communauté, quoi, et plaisir avec Séverine. La première remarque, c'est que ça balaye complètement une théorie en organisation qui s'appelle la sociodynamique, qui est une approche qui nous dit que l'individu ne peut avoir dans le monde professionnel que 2 unités d'appartenance. Ce n'était pas communauté à l'époque, c'est une vieille théorie qui s'appelle les unités d'appartenance. Donc j'appartiens à une équipe de travail et puis je me reconnais dans la marque de mon entreprise. Voilà. Ou alors, je participe à un projet et puis je me reconnais à mon unité régionale. Mais le siège, il est loin et je ne connais pas. Ce qui explique que quand beaucoup d'entreprises ont grandi avec des structures intermédiaires, par exemple des directions régionales, ce n'étaient pas des unités d'appartenance qui avaient du sens pour les individus. Ce que je vois là, c'est que finalement, cette théorie des 2 unités d'appartenance, elle vole en éclats. Aujourd'hui, on appartient tous à de multiples communautés, familiales, professionnelles, personnelles, puis à l'intérieur d'une entreprise, des communautés de pratique, des communautés métiers, des communautés de plaisir, de copains. Voilà. Donc finalement, on est capable aujourd'hui, alors la digitalisation aide beaucoup, à avoir de multiples unités d'appartenance et en simultané et ensemble. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça estompe aussi la frontière entre vie pro et vie personnelle. On peut apprendre de toute situation, on peut rencontrer des gens intéressants dans toute situation, à partir du moment où on prend ce pouvoir d'agir, on a cette possibilité-là. Et du coup, c'est la deuxième idée, on sort des schémas habituels.
voilà, des schémas formels de structure, qui est l'école, l'entreprise, l'armée. Voilà, notre société, elle repose sur des grands pans structurels comme ça, l'Église, évidemment, chez nous. Et ben, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on va avoir de multiples structures informelles en construction, vivantes, peut-être pas forcément pérennes, effectivement, mais qui correspond à ce qu'on appelle donner du sens aux individus. Et donc, la troisième idée, c'est comment effectivement se préparer à ça, comment être le mieux armé possible pour faire ça. Moi, je propose de regarder nos enfants parce que ils sont d'abord habitués à fonctionner en mode communautaire, face à face ou au travers des outils digitaux, avec des avantages mais aussi des risques. On observe, on ne l'a pas évoqué, mais dans des communautés, des phénomènes d'intégration et d'exclusion aussi qui sont assez forts, effectivement. Mais j'écoutais un témoignage ce matin de Philippe Mérieux, un pédagogue, qui disait « Ne faites pas faire des devoirs de vacances à vos enfants. Ils vont rester enfermés derrière leur cahier. Faites-leur au contraire faire un stage de voile, une cabane dans le jardin, une activité avec leurs copains, parce que là, ils vont apprendre d'autres compétences, développer tout ce qui leur a manqué pendant un an. » Voilà, et je trouve que ça, c'est un bon message aussi pour dire éduquons nos enfants à travailler avec d'autres, à faire des expériences, à vivre tout simplement en mode ouvert. C'est des nouvelles formes d'apprentissage qui sont très utiles pour le futur. On a plein de super commentaires sur laisser la place à tous, avoir une vision partagée, mission partagée, espace sécurisé pour oser faire autrement. Ça, c'est une superbe proposition. Voilà, donc il y a plein de réactions. Merci à Pascal sur le livre d'André Comte-Sponville que je connais et qu'effectivement, il faut aussi se méfier du terme communauté, qui est comme tout modèle d'organisation, des avantages, des inconvénients, des opportunités et des risques. Et on n'était pas là aujourd'hui pour louer ce modèle, mais pour montrer les tendances d'évolution et se préparer, y compris dans la vigilance au risque, à ce type, en tout cas, de mode d'organisation humaine qui va continuer à se développer. En tout cas, on espère que ça aura pu nourrir des réflexions, faire écho à ce que vous pouvez vivre dans vos organisations, peut-être ce que vous projetez aussi de mettre en place ou d'organiser dans le futur. On a été ravis de partager ce temps-là avec Séverine et Thierry. Encore une fois, on a notre lab itinérant qui vous avait été proposé il y a un mois. On a eu des volontaires, on a déjà des gens qui se sont inscrits dans ce lab et qui vont continuer à travailler autour de ces questions-là, les espaces de travail, les questions des communautés, et puis d'autres thématiques qui vont venir les nourrir dans cette question du prototypage du monde du travail de demain. Donc, on a inauguré le lab il y a quelques jours de ça. Les participants ont fait leur valise, donc ils ont déjà choisi d'emmener avec eux quelques objets du présent dans le futur. Et le lab est toujours ouvert, puisque notre première réunion aura lieu en septembre. Donc, si parmi vous, vous souhaitez rejoindre l'aventure, venir compléter cette petite valise pour le voyage spatio-temporel, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous pouvez prendre contact avec Sofiane et moi pour faire partie de l'aventure. Et il y a un troisième épisode, non Et il y a un troisième épisode qui sera diffusé donc à la rentrée. À chaque fois, Thierry est là pour me rappeler la suite du programme. Série, et voilà, c'est ça. Il y a évidemment une suite. Au mois de septembre, on vous enverra une nouvelle invitation pour une nouvelle aventure, un nouveau voyage sur une thématique mystère pour le moment. Un petit peu de teasing. Et on vous donnera toutes les infos à la rentrée. On vous souhaite surtout d'ici là de passer un bel été, de bien en profiter, de revenir avec plein d'énergie. Et puis, on sera ravis de vous retrouver en distanciel pour la web-série, en présentiel dans plein d'événements de communauté. Et puis, on dit encore merci à l'Orangerie de nous avoir accueillis. Avec plaisir et merci pour cette belle opportunité. Merci à vous d'avoir été présents et d'avoir bien réagi. Merci pour ta belle animation. C'était un chouette moment. Et merci à Sofiane, comme toujours, à la technique. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.